Lorsque l'on prend le risque de l'inviter dans une émission de télévision, il faut s'attendre à être brocardé dès la semaine suivante dans sa chronique télé du Fou du Roi, présentée par Stéphane Bern sur France Inter, ou bien dans On ne peut pas plaire à tout le monde, où il officie aux côtés de Marc-Olivier Fogiel. Sa mission, observer le monde des médias et de son œil acéré. Son credo, fustiger la bêtise et la médiocrité. Ses outils, chronique au vitriol qui appuie là où ça fait mal, question qui dérange, pique, assassine, petite phrase cinglante, le tout avec quand même beaucoup d'intelligence et un humour féroce. Mais c'est aussi un homme d'une grande humanité avec ses souffrances et ses doutes que nous allons découvrir cette semaine dans VIP. Guy Carlier, bonjour. Bonjour. Je vous ai vu faire non, non, non pendant l'introduction. Non, je ne vais pas aller brocarder l'émission la semaine suivante. Ce serait... D'abord, ce serait pas convenable et ce serait pas délicat. Ce serait un manque de courtoisie. Donc non, je crois que j'ai jamais fait de chronique sur KTO. Il va falloir que je me. Que ça mais j'ai toujours j'ai toujours un peu de pas de gêne, mais c'est la même chose avec le jour du Seigneur, etc. Ou même les choses sur le pape. À partir du moment où vous vous mettez par exemple des barrières qui sont celles de la peur pour brocarder par exemple certains extrémismes musulmans, et il y a beaucoup d'humoristes qui n'osent pas, ou voyez, ou du politiquement correct sur d'autres religions. C'est la facilité de taper sur la religion catholique, qui finalement est assez inoffensive au niveau des représailles ou du politiquement correct. Donc j'évite ça. Il y a là un déséquilibre qui me gêne. Alors c'est vrai que vous véhiculez une image de poil à gratter, certains iront même jusqu'à dire de méchant. C'est comme ça que vous voyez les choses, vous ? Méchant, sûrement pas. S'il arrive que je sois méchant, c'est que la chronique est mauvaise. Parce l'émission est mauvaise. Oui, ma chronique est mauvaise. Si on dit, tiens, il a été méchant là, ça veut dire que je pense que vous pouvez tout dire si ça fait partie d'une, entre guillemets, d'une création, c'est-à-dire d'une chronique marrante où vous partez en vrille, où il y a de l'humour, donc vous pouvez vous permettre d'être excessif, d'être subjectif, d'être de mauvaise foi, etc. Si c'est drôle, il n'y a pas de problème. Et moi, j'accepte en retour je pratique l'autodérision, j'accepte qu'on me chambre, etc. Si vous réglez vos comptes, là, vous prenez en otage les gens, quoi. Donc ça devient là de la pure méchanceté gratuite et ça n'offre aucun intérêt artistique, entre guillemets. Alors, je voudrais qu'on parle de votre vie avant d'être passé sur les ondes, parce que vous avez une vie professionnelle riche. Vous étiez cadre supérieur, directeur financier de différentes entreprises. Expliquez-nous rapidement comment on passe de cadre sup à j'écris des chansons, parce que initialement vous étiez parolier, on vous doit « Il n'y a pas que les grands qui rêvent voilà, », qui était un succès de la chanson, chantée par La Petite Mélodie. Vous avez écrit pour d'autres artistes. Comment vous avez franchi le pas, en fait, du cadre sup à saltimbanque? Bon, moi, j'avais... je ne vais pas faire ancien combattant, mais je suis d'une génération post-68 art, c'est-à-dire où on était tous... on avait tous envie de faire de la musique ou du théâtre, etc. Donc, moi, je faisais partie d'un groupe au lycée. Puis j'ai continué, après, même en étant directeur financier, le dimanche, on faisait de la musique avec des copains, etc. Et j'avais toujours ce rêve de me dire, tiens, est-ce qu'un jour je pourrais écrire des chansons, vivre de ça, et comme beaucoup de gens, quoi. Et j'ai eu l'opportunité de le faire parce que la société qui m'employait a déposé le bilan. J'ai eu un an de tranquillité financière, quoi, devant moi. Et j'ai acheté le guide du show business, tout bêtement, et j'ai commencé à envoyer mes textes, parce que je pensais des textes que j'écrivais dans les avions, pendant les voyages. Et je me souviens, j'ai fait des photocopies, et j'ai pris de A à D, et tout de suite, on m'a répondu, quoi. Delpech, donc Adamo m'a pris 3 chansons, ce qui était... je me rendais pas compte, normalement ils répondent pas, quoi. Mais quand j'ai vu Adamo, j'ai dit, oh, c'est pas terrible, Adamo. Je faisais un peu comme le héron de la fable, montrer un goût dédaigneux. Mais quand même, et puis Delpech m'a écrit une très très belle lettre que j'ai toujours au-dessus de mon bureau,
où il me disait, je viens de finir mon album, j'ai pas vraiment besoin de vos textes, mais continuez. Je dis, j'ai jamais pris la responsabilité de dire ça à quelqu'un. Continuez, vous allez trouver votre bonheur dans cette voie. Et voilà. C'était un beau début. Ensuite, Carrère m'a dit, voilà, est-ce que vous écrivez sur de la musique? J'ai dit oui, ce qui était fou, j'ai jamais fait ça. Et ils avaient cette chanson pour la petite mélodie, qui s'appelle Nathalie, en fait. Et ils m'ont dit, voilà, vous devez trouver l'accroche du refrain, c'est comme une pub, quoi. Si vous trouvez ça, vous avez la chanson. Et donc j'ai écrit Il n'y a pas que les grands qui rêvent. Donc ils m'ont dit, voilà, c'est vous qui écrivez le texte. Mais après, j'ai galéré pour écrire tout le texte, parce que j'avais aucune technique d'écriture sur une musique, quoi. Donc ça a été assez difficile, mais voilà. Mais c'est vrai qu'on vous a surtout connu quand vous êtes passé en radio avec cette fois-ci des chroniques. On vous connaît, aujourd'hui vous êtes passé à la télé, donc vraiment progressivement, de l'ombre à la lumière. Oui, c'est-à-dire qu'après, quand il y a eu ce succès avec la petite mélodie, déjà c'était un privilège. Je me réveillais le matin, j'étais pris sous contrat par un éditeur. Donc l'éditeur vous dit, voilà, je vous paye et je vous présente des artistes pour qui vous allez écrire. Donc j'ai écrit pour Demis Roussos, pour plein de gens, Phil Barnet. Et puis de l'écriture de chansons à l'écriture de chroniques. Et donc, pour faire rire mon fils, le grand, qui avait un prof de maths qui était absolument terrifiant, j'appelais Delarue, Jean-Luc Delarue faisait les matinales d'Europe 1 à l'époque. On pouvait laisser des messages. On laissait des messages. Et donc je prenais la voix de son prof, qui s'appelait le professeur Zermati, et j'appelais en laissant des messages très réactionnaires qui demandaient le retour du temps du général de Gaulle, ça ne serait pas passé comme ça à la télévision, etc. Alors au bout d'un moment, Delarue s'est rendu compte que c'était des blagues. Voilà. Et surtout, Laurent Ruquier a entendu ça. Il a demandé mes coordonnées à Jean-Luc Delarue, il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que vous voulez faire la même chose, mais en étant payé? Donc voilà, j'ai commencé comme ça à France Inter. Et ça, c'est le grand mérite de Laurent Ruquier, c'est de mettre des gens à l'antenne qui sont strictement inconnus. Il a fait pareil pour Stéphane Guillon, pour Michel Muller, pour plein de gens. Il donne vraiment sa chance, quoi. Il ne vole pas au secours du succès. Ça, c'est une qualité qu'il faut lui reconnaître. Alors voilà une première conversation qui va se terminer, Guy Carlier, mais on va vous découvrir tout au long de cette semaine. Merci. Il est né en banlieue parisienne à Argenteuil, ville où il a passé son enfance et son adolescence. Une enfance qui a rimé avec absence, celle de son père, et une adolescence qui a rimé avec effervescence, celle-là même qu'on lui connaît aujourd'hui. Un proverbe espagnol dit « Aux questions indiscrètes, réponds par un mensonge ». Alors je sais que vous avez une maman espagnole, Guy Carlier, je vous laisse juge de l'indiscrétion ou pas de mes questions, et puis vous choisirez vos réponses. Je ne mentirai pas en tout cas. En conséquence, vous ne me mentirez pas. Alors enfance a rimé avec absence alors? Oui, absence du père. Et absence du père, le problème c'est qu'après l'enfance, on en parlera peut-être au moment de l'adolescence où j'ai essayé de le retrouver, au moment où je suis parvenu à le retrouver, il est mort. Donc il y a un double effet, quoi. Il y a l'absence et puis après la perte. Bon, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, je pense que ce sont des choses qui arrivent à beaucoup de mots, mais il m'a manqué vraiment beaucoup. Puis c'est chiant de pas avoir dit dans sa vie papa, quoi, à quelqu'un, et de pas avoir entendu un homme vous appeler par votre prénom, un homme qui soit votre père, quoi. Ça, c'est vraiment dur. Mais vous avez pu vous reparler avant? Non. Ah non, pas du tout. Non. Ah oui, c'est vraiment... Voilà, donc peut-être j'ai idéalisé du coup ce père, parce que des gens m'en ont parlé, m'ont décrit un peu sa personnalité. Évidemment, quand les gens vous en parlent comme ça, ils insistent que sur les côtés positifs, que sur les côtés... oui, enfin sur une espèce de joie de vivre, il était un peu anticonformiste, il était gay, il chantait. Je sais que quand ma mère l'a rencontré, il était FFI, c'était à la Libération, et ma mère travaillait dans un marché il y a eu des problèmes de rationnement, etc. Et donc elle était jeune, elle travaillait dans un marché. Et elle a vu ce type qui avait un brassard de FFI qui chantait dans le marché. Je trouve que cette rencontre est très belle, quoi. Donc j'ai idéalisé cet homme-là,
ce résistant qui chantait, quoi. Quel caractère il avait, le petit Guy Carlier? Il foutait un peu le souk à l'école. Il bossait, je travaillais bien et c'était depuis les plus petites classes. Aussi, je me souviens de mes carnets scolaires, c'était bon travail, mais attention à la conduite, quoi. Et ça a été comme ça tout le temps. Et je me souviens que j'ai été amoureux pour la première fois en classe de 5e. Et un copain m'a dit ah, cette année, t'es triste, t'es pas comme d'habitude. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais une espèce de fonction comme ça, d'animation de la classe. Et je m'en étais pas rendu compte. Et effectivement, j'étais, bon, comme quand on est amoureux, quoi, un peu mélancolique et tout ça. Et puis bon, après, ça a repris le dessus. Enfin, l'humour est revenu assez vite. Dites-moi si ma question est trop indiscrète, hein. Vous aviez déjà des problèmes de surpoids enfant ou c'est venu après? Non, c'est venu après. C'est venu très tard. Mais je pense que les causes étaient là, les raisons étaient là, les raisons d'une attitude boulimique. Mais je faisais beaucoup de sport, j'étais très, très tonique, donc ça, je compensais facilement. Puis après, en fait, c'est venu il y a une quinzaine d'années. Une année, j'ai arrêté de fumer et j'ai arrêté de faire du sport en même temps. J'ai pris 60 kilos et voilà, quoi. Mais non, enfant, non. Je me souviens, il y avait dans l'école un garçon fort. Et on est cruel quand on est enfant, et je le chambrais, et on était très très méchants avec lui. Alors quand vous étiez adolescent, puis même plus tard, je crois, votre surnom c'était Karl, c'était la bande à Karl? Oui, Karl, c'est-à-dire que les gens qui m'appellent Karl, qui est le diminutif de Carly évidemment, si quelqu'un m'appelle Karl, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui me connaît depuis très longtemps. Avec qui vous avez rôdé dans les cafés, vous êtes resté dans la rue. Avec qui, voilà, on a joué, on est allé voir des concerts de rock et on a traîné. Ma mère avait une très belle expression, elle disait que j'avais le sirop de la rue. Ce goût que j'aimais le sirop de la rue, ce goût pour la rue. Il faut dire que la banlieue dans les années 60, c'était, vous savez, un peu comme ces photos là avec des dentelures autour. Oui. Quoi. C'était gris comme ça, mais un gris finalement assez chaleureux. Quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, il y avait pas de risque. Il y avait pas de risque. On était quand même les rois de la rue et il y avait des terrains vagues, on jouait au foot, on jouait à n'importe quoi. Et puis après, plus tard, il y a eu toute l'époque des groupes où on jouait dans les caves et tout ça. Enfin, c'était... en plus, c'était les 30 Glorieuses. Donc c'était une époque où personne n'avait le souci de l'avenir. C'était les 30 années qu'on suivit la guerre. Il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas enfin, vous voyez, c'est absolument pas de la nostalgie stupide. Non, mais c'est une époque que ma génération vous envie. Hein. Oui, bien sûr. Je suis vraiment heureux d'avoir vécu ça. C'était culturellement l'explosion évidemment de tout ce qui a suivi les Beatles. Et en fait, moi, je suis convaincu que ce qui s'est passé, par exemple, en mai 68, est venu par la musique. Il y a eu toute une révolution musicale. Et je crois que c'est Mick Jagger qui dit ça. Il y avait une génération sur un bateau, et puis les Beatles ont crié terre les premiers, quoi. Et en fait, c'est ça. Et donc, on était là-dedans. C'était génial. Et ce serait quoi l'odeur de votre enfance? L'odeur de mon enfance, c'est l'odeur, les odeurs de craie de l'école. Je me souviens de ça. Et je me souviens aussi d'une odeur un peu de pollution, parce qu'à Argenteuil, il y avait les usines d'Assaut, et il y avait des grosses cheminées, et il y avait une odeur comme ça de fumée sur la ville. Le petit Guy Carlier serait fier de l'adulte que vous êtes devenu? Je sais pas. Je sais que le petit Guy Carlier, il avait une chambre avec un cosy. Vous savez ce que c'est, un cosy? C'est un meuble en bois qui entourait les lits. Ah oui. D'accord. Et donc, il y avait des espèces de tiroirs, de coffres qui s'ouvraient. Il y avait un emplacement pour la radio. Et donc, on mettait les secrets là-dedans. Enfin, c'était un truc très, très perso. Et j'étais assez solitaire. Et je parlais
je me parlais, je me disais, tiens, il faudra jamais que tu oublies ça, il faudra que tu fasses ça, que tu trahisses jamais ton enfance, que tu te venges de ça, de ceux-là, un jour où on m'avait fait du mal, ou, enfin voilà. Et en tout cas, j'ai toujours essayé d'être fidèle à ce petit Carlier. Merci beaucoup, Karl. Comme parolier de chanteurs réputés, nous avons découvert une plume. Sur Europe 1 et sur France Inter, nous avons appris à reconnaître une voix et à apprécier un esprit vif, en éveil. Dans On ne peut pas plaire à tout le monde, nous avons associé à cette voix un corps. Et aujourd'hui, dans VIP, nous allons découvrir une âme, son âme, votre âme, Guy Carlier. Cette âme qui est notre aptitude au divin, comme l'écrivait André Frossard, notre moyen de communication privilégié avec Dieu. Vous l'utilisez dans ce sens-là? Dieu existe dans votre vie? Oui, clairement. Enfin non, pas clairement. Clairement et pas clairement. C'est-à-dire que c'est une évidence pour moi et pas clairement dans la précision de l'image que j'en ai et du chemin qui m'amène vers lui. Mais je crois que après toutes ces années, s'il y a un sens aux choses et à la vie, on va appeler ça pompeusement le sens de la vie, c'est le chemin vers la qualité et le chemin vers la qualité, enfin vers le bien ou c'est-à-dire choisir le bien plutôt que le mal et d'aller en permanence vers cette qualité. C'est pour moi la preuve d'une nécessité et pas d'un hasard, quoi. Alors ça, c'est une conversation qu'on va développer, c'est la valeur que vous avez choisie. Je voudrais qu'on revienne à la religion. Est-ce que vous avez été élevé dans un contexte de religieux catholique? Oui, mais ma mère est espagnole et donc là, de ce côté-là, c'était très religieux. Ma mère continue d'ailleurs à s'occuper elle s'occupe de l'accueil des familles en paroisse. Enfin, elle est très, très active. Oui, dans une paroisse à Argenteuil. Je dirais que l'ambiance d'une famille espagnole est forcément très religieuse. Il y a des icônes, il y a des tableaux, il y a des phrases même. Toujours comme ça, religieuses, et encore plus dans la famille en Espagne, où là, c'est vraiment, on baigne dans un environnement comme ça, religieux. Moi, je me souviens simplement d'une crise de foi. C'est-à-dire, quand j'étais en 5e, j'ai été complètement fasciné par l'ambiance des églises, c'était très étrange. Je me souviens, je dessinais des croix partout sur mes cahiers. J'allais voir j'allais dans l'église me cacher derrière le confessionnal parce que j'avais entendu dire qu'on se sentait plus léger après la confesse et je faisais une fausse confession comme ça alors que j'étais pas du tout juste pour redescendre les escaliers de l'église et me sentir plus léger. J'avais pas de problème de poids pourtant, mais vraiment il y a eu une période comme ça où j'étais complètement enflammé. Oui, au point, mes parents s'en sont absolument pas rendus compte. Je me souviens que je me suis endormi un soir avec une bougie. J'avais fait fondre une bougie. Je m'étais fait une croix rouge. C'était une bougie rouge. Je m'étais fait une croix pour, je sais pas, peut-être que le bon Dieu me protège ou je sais pas quoi. Et quand je suis allé prendre le petit déjeuner le lendemain matin, j'ai oublié ça. Et je suis arrivé dans la cuisine et mes parents, heureusement, ils ont cru que je jouais à Ivanhoé. Et ils m'ont dit, ah, t'as encore joué à Ivanhoé? J'ai dit, ah bah oui, bon. Et ils ne pouvaient pas concevoir que, voilà, quoi. C'était très, très, très étrange. Je lisais la Bible, je lisais le Nouveau Testament, j'étais fasciné par cette... je me souviens aussi de la conscience de Victor Hugo, cet œil qui poursuivait Caïn comme ça.
Enfin, toutes ces choses-là, elles sont très marquantes. Et puis, il y avait beaucoup de films, il y avait beaucoup de péplums liés. Il y avait évidemment Ben-Hur, donc avec vous voyez, tout est lié comme ça à l'histoire de la chrétienté. Donc, c'était quand vous avez 12 ans, 13 ans, vous avez une vision assez BD de la religion, mais c'est quelque chose de très fort. Et aujourd'hui, alors, vous entretenez quel lien avec Aujourd'hui, Dieu? maintenant, c'est évidemment moins caricatural, je dirais, mais je Peut-être suis... plus profond aussi, non? Oui, plus profond, et je vous dis, lié à la qualité. Je suis persuadé que ce chemin vers le mieux, vers le progrès, vers l'amour aussi, vraiment, c'est quelque chose qui nous est indiqué et qui est la seule façon de s'en sortir, en tout cas de pouvoir vivre dignement, quoi. La mort vous fait peur? Non, la mort ne me fait pas peur, mais depuis peu de temps, j'ai longtemps été assez égoïste, que ce soit dans ma vie sentimentale et l'amour des autres. C'est que j'avais une tour d'ivoire comme ça, et puis je tenais ce que avec le temps, j'ai appris à essayer d'être généreux vraiment, quoi. Et c'est pas facile d'être généreux en amour, et on apprend. D'accord. Vous avez compris l'amour. Moi, je me demandais si la mort vous faisait peur. Ah, mais non, c'est un beau lapsus. Oui, en c'est tout un cas. très joli lapsus. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ce qui prouve que je ne dois pas être vraiment totalement croyant, évidemment. J'admire ça, c'est évidemment, c'est un lieu commun de dire ça, mais les gens vraiment qui ont une telle sérénité au moment de mourir parce qu'ils sont heureux de s'endormir, comme ils disent, dans la paix du Seigneur, je trouve ça magnifique, mais je pense pas, je pense que si ça arrivait maintenant, je n'aurais pas cette sérénité-là. Mais justement, le chemin dont je vous parlais vers la qualité, enfin ce chemin que j'essaie, me l'a fait mieux accepter qu'il y a, me l'a fait mieux accepter chaque jour davantage. On va y venir à ce chemin. Je sens que vous avez envie d'en parler. Ce sera le thème de la prochaine discussion. Merci beaucoup, Guy. La médiocrité, la bêtise, la facilité, la vulgarité, c'est tout ce qu'il dénonce dans ses chroniques télé sur France Inter, notamment, mais aussi dans « On ne peut pas plaire à tout le monde ». Le peintre Cézanne a dit « Celui qui n'a pas le goût de l'absolu se contente d'une médiocrité tranquille ». Car oui, le refus de la médiocrité, la recherche de la qualité est une quête qui demande un effort violent pour s'arracher à la tiédeur, à la pusillanimité, au consensus mou. C'est une quête non pas de la perfection, mais de l'absolu. Ça, c'est tout un programme, hein, Guy Carlier. Mais c'est vrai, bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est drôle parce que au Fou du Roi, on a reçu Monseigneur Gaillot l'autre jour, et je ne sais plus qui lui a posé la question, est-ce que le diable existe? Et il a dit, pour moi, non. Bon, je pense qu'il voulait dire le diable comme on nous l'enseignait quand on était petit, avec les sabots et tout ça. Pour moi, le diable, c'est la médiocrité, c'est évident, et on le voit justement à la télévision. En mettant du fond et en étant sérieux avec la télévision, on voit que on flatte les instincts les plus bas, on va vers la facilité, c'est-à-dire la phrase de Lelay, je veux rendre les cerveaux disponibles pour vendre du Coca-Cola, est une phrase diabolique, c'est-à-dire que on s'aperçoit maintenant que la télévision est le reflet d'une certaine société à deux vitesses, avec des gens qui sont maintenus dans un ghetto socio-culturel, c'est-à-dire des pauvres gens, entre guillemets, de la même façon qu'il y avait les esclaves au temps des Romains, et ce sont les jeux du cirque. Esclaves volontaires quand même, ceux-là. Hein. Non, ils ne sont pas esclaves volontaires parce qu'ils n'ont pas eu accès à la culture, ils n'ont pas eu accès, pas pour des raisons sociales, à l'éducation, mais ils ont envie d'être reconnus quand même et d'aller à la télé, d'avoir ce quart d'heure de gloire dont on parlait, et dont parlait Andy Warhol, excusez-moi, j'ai eu un trou. Donc, et alors,
on se retrouve avec une télé qui ressemble au jeu du cirque, où on prenait les esclaves, on les mettait au milieu, on les faisait se battre, ou se battre contre des fauves, ou se battre entre eux, et on levait le pouce, on baissait le pouce, et selon l'un ou l'autre, ils retournaient à leur état, ou à la mort, ou à l'état d'esclave, ou ils étaient affranchis. Là, c'est pareil. De temps en temps, on lève le pouce, mais en tapant 1, et on affranchit Loana, qui a le droit de venir dans le monde, de sortir de son état d'esclavage, c'est-à-dire de sortir d'une boîte de nuit où elle dansait contre un pilier à moitié nu et avec des types qui l'emmenaient sur une banquette arrière, voilà. Donc, on donne ça à voir aux gens et on les maintient donc dans cette médiocrité-là. Et c'est là que je dis que c'est vraiment diabolique. Il y a quelque chose de diabolique là-dedans, parce que ça ne sert uniquement qu'à faire des gens qui consomment bêtement au premier degré, qui ne se posent surtout pas de questions, et il va y avoir une atrophie des fonctions mentales, morales, intellectuelles. Une sorte de lent suicide de l'âme bien aussi. Sûr, bien sûr. Alors, vous qui êtes tellement en recherche de qualité, qu'est-ce qui fait la qualité d'un être que vous rencontrez pour vous? Qu'est-ce qu'un être de qualité? Je suis en recherche de qualité, mais je suis comme tout le monde. Il y a des moments où il y a des moments où on a envie de se laisser aller, quoi. On regarde c'est pas une espèce d'ascétisme comme ça. Mais qu'est-ce qui fait la qualité d'un être, alors? Qu'est-ce que vous recherchez, vous, en tout cas? Justement, les gens qui... d'abord, la passion, les gens qui ce qui fait que les gens sont debout et vivants, quoi. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas renoncé, ceux qui ne sont pas... qu'on part la main comme ça, avec cette forme de la zapette, vous voyez, qui rentre pas chez eux. Ils ont évidemment des circonstances atténuantes, ces gens-là, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont fatigués, mais quand même, ceux qui, en tout cas, ont décidé de faire un effort pour s'en sortir, d'une façon ou d'une autre. Et au quotidien, pour vous, votre quête de qualité, mais pour vous, qui est, comme j'ai dit, non pas une quête de la perfection, mais de l'absolu, ça se manifeste comment dans votre quotidien, à vous, Guy Carlier? Moi, depuis peu de temps, j'ai rencontré quelqu'un que j'aime vraiment, d'un amour absolu, on va dire, et c'est le chemin qu'on fait ensemble. Elle s'appelle Fabienne. Elle s'appelle Fabienne, et c'est le chemin qu'on fait ensemble. Vous savez, il y a une phrase de Saint-Exupéry que j'aime pas, qui dit l'amour, c'est regarder ensemble dans la même direction, etc. Non, l'amour, c'est se regarder d'abord, puis après on avance ensemble. Au moment où on ne fait plus qu'un, au moment où on fait tomber toutes les tours d'ivoire, toutes les choses qu'on a, qu'on n'ose pas dire, voilà. Et je vous parlais de ça hier, ou je sais pas quand, enfin dans une émission précédente. Avec elle, j'ai fait tomber tout ça, et je suis tout à coup dans une forme de pureté, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Même si moi, je ne suis pas tout à fait pur. Ça veut dire que même mes travers, tout ça, elle les connaît. Donc, il y a au moins une forme de sincérité, quoi. Alors, cette femme vous a fait un joli cadeau. Est-ce que vous voulez bien nous en parler? C'est un petit éléphant, de jade, je pense. Parce qu'elle pense que je suis un être assez puissant, semble-t-il, et assez hors norme au premier abord, et finalement capable d'avoir peur d'une souris et d'avoir des choses comme ça. Voilà. Donc je pense qu'il y a ce symbole de force apparente et de fragilité réelle qui la touche en moi, quoi. Et qui est vrai? Qui est vrai, oui. Mais j'ai de moins en moins peur des souris. Alors, je vais terminer par une petite citation d'Albert Einstein qui disait « N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès, essayez de devenir un homme qui a de la valeur. » Ça peut rejoindre votre quête, ça? Oui, absolument. Ouais. De toute façon, j'ai jamais essayé d'avoir du succès, honnêtement. Moi, j'en suis bien persuadée. J'ai toujours un temps de retard, un temps où j'ai l'impression d'être un usurpateur. Alors, voilà, j'ai toujours un temps de retard par rapport à ce qui se passe. Merci beaucoup, Guy Carlier.
Depuis Paris, il vous faudra emprunter l'autoroute A6 sur environ 160 km. Ensuite, vous sortez à Auxerre-Nord, vous empruntez la nationale 6 sur environ une quarantaine de kilomètres, avant d'arriver enfin dans l'un des plus beaux villages de France, un joyau médiéval, colline inspirée autant qu'éternelle, chère au cœur des pèlerins de Compostelle et chère aussi au cœur de mon invité. Je veux bien entendu parler, Guy Carlier, de Vézelay, mais vous avez commis une erreur, c'est pas Auxerre-Nord, c'est Nitry-Vézelay. Eh ben voilà. Donc après Auxerre, il n'y a plus Auxerre-Nord, d'ailleurs, il n'y a qu'une sortie Auxerre maintenant. Et ensuite, c'est la sortie suivante. Fiez-vous à Internet, qu'il disait. Alors, Vézelay, c'est pas pour rien qu'on en parle, c'est une ville qui est chère à votre cœur. Vous avez une maison à quelques encablures de là, depuis longtemps hein, déjà, cette maison. Oui, c'est une maison que mes parents avaient achetée dans les années 60, l'époque des résidences secondaires. Voilà. Une petite maison dans le début du Morvan. Et alors, qu'est-ce que ça représente, Vézelay, pour vous? Ah, Vézelay, c'est une ville magnifique. Enfin, c'est un village, oui, magnifique. Pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas, ça se trouve au-dessus c'est une colline. C'est une ville qui grimpe le long d'une colline avec une rue principale qui aboutit tout en haut à une basilique romane, d'où paraît-il, enfin pas paraît-il, d'où Saint Bernard prêcha la deuxième croisade. Mais surtout, c'est une étrange lumière, une étrange qualité de l'air. Je crois que c'est Jules Roy qui disait que à Vézelay, l'air a une qualité telle qu'il vient. Vous avez l'impression que l'air vient se lever dans les replis de votre âme, quoi, dans des zones qui sont jamais éclairées ou aérées. Enfin, c'est très très étrange. J'en ai une sensation comme ça à Vézelay qu'on retrouve un peu dans le golfe du Morbihan, cette luminosité comme ça. Et Gainsbourg est allé à Vézelay passer les derniers mois de sa vie. C'est très étrange que cet homme athée ait été comme ça fasciné par Vézelay, par cette basilique et par l'ambiance qui se dégage de Vézelay. C'est vraiment très particulier. Vous parlez de l'air, il y a aussi la lumière, et on dit que le matériau principal de l'église de Vézelay, c'est la lumière. Enfin, moi, je connais bien Vézelay aussi. Et tout ce que vous dites est très juste, et la lumière est assez impressionnante aussi. Elle fait partie de l'architecture, là-bas. Oui, absolument. Absolument. Il y a une lumière de l'air qui est très, très, très étrange. C'est vraiment assez indescriptible parce que quand vous descendez, par exemple, de Vézelay, quand vous descendez de cette colline, il m'arrive souvent de m'arrêter sur le chemin et de regarder la colline au gré des nuages qui passent et des rayons de soleil. Il y a des couleurs insensées, mais des choses qu'on voit nulle part ailleurs avec cette qualité, avec ces couleurs, ces nuances-là. C'est vraiment très étrange. Paul Claudel a écrit en 1948, en parlant de la basilique qu'il visite, « Et moi, je me tiens debout, et je regarde, et je prie au milieu de cet être blond. » Ça pourrait être vous, cette personne qui se tient debout, qui regarde et qui prie au milieu de cet être blond? Oui, c'est évidemment un lieu où vous êtes aspiré vers l'infini, où il y a quelque chose d'absolu. Vous savez, quand vous allez à Vézelay avec quelqu'un que vous aimez, vous le tenez par la main et vous avez des sanglots qui arrivent, quoi. C'est incroyable. En plus, moi, je suis allé une fois là-bas et il y avait c'est la Compagnie de Jérusalem, c'est ça? Non, les fraternités monastiques de Jérusalem voilà, qui gèrent le lieu. Qui gèrent le lieu, voilà, qui ont des robes grises, hein, des vêtements bleu ciel, voilà. Et ces gens-là chantaient dans une des salles et c'était incroyable. C'était pareil, vous voyez, ce qu'on disait là, il y a tous les sens, quoi. Il y a l'air, la couleur et là, le son. C'était du même ordre, quelque chose qui va toucher les replis de l'âme. C'était très très impressionnant. Et là, vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, ça sublime votre amour et vous pouvez que toucher l'émotion pure, quoi. Et donc voilà, vous pleurez, c'est comme ça. Vous avez déjà fait une retraite avec les fraternités monastiques de Jérusalem? Parce qu'il y a vraiment une animation spirituelle sur le lieu, hein, jamais. Non, jamais. Je sais que on voit souvent des groupes venir faire des retraites. Enfin, on voit cette activité-là dans Vézelay. Bon, moi, je suis assez profane et
quand je vais à Vézelay, c'est pour emmener des amis qui sont de passage à la maison, touristique, etc. Voilà, donc et même l'histoire de la basilique, j'ai acheté des bouquins. On parle on parle de ressemblance et de points communs entre la construction, je parle d'architecture, de symboles architecturaux qui sont les mêmes que ceux de certaines pyramides d'Égypte, etc. Enfin, de choses qu'on retrouve comme ça. Il y a toute une chose sur la Kabbale aussi à Vézelay. Il y a beaucoup de livres. Tout vous intéresse à Vézelay. Mais non, mais oui, bien sûr, ça a l'air passionnant et j'ai jamais eu le temps vraiment de me pencher là-dessus. Et chez les bouquins, vous savez comment c'est, autour de la basilique, il y a beaucoup de boutiques qui vendent des ouvrages là-dessus. Et il n'y a pas beaucoup de boutiques, il y en a une ou deux. Justement, c'est quand même assez préservé. Oui, non, c'est pas les marchands du temple. Non, mais dans ces trucs qui montent, il y a quelques boutiques. Ouais. Et alors, dernière question, vous parliez de Serge Gainsbourg, mais il y a d'autres gens connus qui ont habité Vézelay. Vous avez dit Jules Roy, il y a Romain Rolland aussi, Clavel, il y a Marc Menot qui a Saint-Vézelay, là c'est autre chose. Vous croyez qu'il cherchait quoi, ces gens-là? Non, c'est pas autre chose. Ah bon? Figurez-vous que... Le restaurateur de l'Espérance. De l'Espérance, voilà. Donc c'est un chef, je sais pas, 3 étoiles, je crois, etc. Et j'ai sympathisé avec lui. Alors, moi j'habite à Charancy, qui est un village à une dizaine de kilomètres de Vézelay, et dont l'église est partagée avec un autre hameau, et l'église s'appelle Saint-Aubin-des-Chaumes. Et c'est une église sur une colline, comme Vézelay. Et Menot m'expliquait qu'il adorait, le soir, entre chien et loup, aller sur cette colline, qui, alors là, pour le coup, n'est absolument pas touristique. Il y a juste cette église avec le cimetière, vous savez, tout autour. Et là, c'est très, très beau. Et justement, on parlait de quête de la spiritualité. Il a, à ce moment-là, des émotions, des sensations avec des gens qui lui étaient chers, qui ont disparu, etc. Il m'a raconté ça. C'était très, très émouvant. C'est en fait ce qu'on trouve aussi à Vézelay. Et il vient faire ça à Charancy, donc dans cet endroit qui est quasiment désert. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai les enfants à la maison, on y va le soir simplement parce que les téléphones portables ne passent que là-haut. Et donc, mon fils joue dans un groupe de rock avec qui il passe les vacances généralement. Donc, j'emmène 4 ou 5 garçons, 4 ou 5 ados là-haut sur la colline. Et on les voit partir dans les travées du cimetière avec leur portable. Et moi, je reste là et je regarde le paysage, vous voyez, au moment où, justement, entre chien et loup, comme ça. Et c'est vraiment très, très beau, très, très, très touchant. Voilà, pour tous les hommes en quête de ciel. Merci beaucoup, Guy Carlier, pour cet hommage à Vézelay. Merci. Quel est le point commun entre les Beatles, Mozart et Souchon? Il y en a deux, en fait. Bien sûr, nous parlons de musique et même de génie musical. Mais le deuxième point commun, eh bien, c'est mon invité qui voue une véritable passion pour les Beatles, pour Mozart et pour Souchon. Lui-même joue du piano et s'est d'abord fait connaître en écrivant des chansons pour Julien Clerc, Demis Roussos, Phil Barnet et j'en passe, et j'en passe. Qu'est-ce que la musique représente pour vous, Guy Carlier? Une passion, bien sûr, mais au-delà. Oui, elle est essentielle. Je disais que pour toute une génération, vous savez, moi quand j'étais petit, nos parents, ils écoutaient Marcel Amont, Gloria Lasso, etc. Puis un jour, il y a eu les Beatles, quoi. Et là, il y a eu toute une génération qui s'est identifiée à ça. Et je crois que c'est Mick Jagger qui disait toute une génération était sur un bateau, les Beatles ont crié terre les premiers. Et pour moi, tout ce qui s'est passé dans le chamboulement des esprits en mai 68, cette façon nouvelle de penser, est venu au départ de la musique, vraiment. Et le goût, justement, de la création, de l'anticonformisme, de ne pas aller à la facilité, à faire des chansons un peu traditionnelles, vous voyez. À chaque fois qu'il y a eu ça dans l'histoire de la musique, ça a été forcément un progrès.
Chopin a commencé à mettre des dissonances dans des valses ou des études, des choses comme ça, les gens... Les puristes. Oui, et puis les gens statiques, un peu réactionnaires comme ça, ont hurlé. Et puis les gens qui faisaient avancer les choses applaudissaient. Ça a toujours été comme ça. Et donc voilà, je fais partie de cette génération qui a grandi et qui a explosé avec les Beatles, ça c'est évident. Et par rapport évidemment à nos parents, on avait il y avait un monde d'écart, quoi. C'est que on n'était plus du tout sur la même planète, quoi. Les choses qui leur paraissaient sérieuses nous semblaient dérisoires. Je me souviens, en mai 68, j'avais vu un slogan qui m'avait intrigué. Vous aviez 19 ans, vous, en mai 68? Non, j'avais 18 ans. 18 ans. J'avais vu sur un mur, un type avait écrit à son père, « Papa, ta culture, je ne sais pas ce que c'est, peut-être un sandwich à la machine automatique. » Et c'était ça, c'est-à-dire tout à coup revenir à des choses spirituelles par rapport à une société de consommation qui était en plein, qui battait son plein, évidemment, puisque c'était... Évidemment, nos parents venaient de la guerre, avaient connu les privations. Donc, oui, c'était les 30 Glorieuses. C'était les 30 Glorieuses, donc eux profitaient de ça. Il y avait les premiers... ils ont connu les premiers frigos, les premières machines à laver, les premières télés, enfin, vous voyez, et ils consommaient. Et nous, on était évidemment à 20 ans en réaction contre ça. Enfin, 18 ans, on était en réaction contre ça. Ce qui est normal. Sinon, vous êtes mort. Si vous êtes dans le même... dans le même moule et dans le même schéma de pensée que vos parents à 18 ans, c'est pas possible. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que justement vous n'êtes pas retrouvé sur des gens comme Alain Souchon, qui est déjà variété française? Je sais pas, qu'est-ce qu'il vous apporte cet homme-là? C'est les bobos à l'âme, c'est la nostalgie, c'est certaines nonchalances, mal de vivre. Oui, enfin, et puis le mot juste pour décrire une émotion précise, quoi. Bon, par exemple, je pense à la chanson Sous les jupes des filles. Oui. Je pense à ça parce que un jour j'ai fait une émission à la radio, une émission d'été, où j'avais fait je ne sais plus qui je recevais comme fille, et on parlait de ça. On avait passé la chanson de Souchon. Et je lui avais dit, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est quand un garçon imagine ce qu'il y a sous les jupes des filles. Et là, j'avais mis le Messie de Handel, vous voyez, quand voilà, il y a ça dans la tête des garçons. Et quand Souchon a écrit cette chanson, quand j'ai entendu cette chanson, je trouvais ça magnifique. Le baiser de Souchon, c'est vraiment extraordinaire. Ou l'amour à la machine, pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir, etc. Ce sont des chefs-d'œuvre. Que vous auriez voulu écrire. Ah oui, voilà, je suis très jaloux de ça. Ouais. Alors, on a déjà parlé de Gainsbourg. Il disait je composerai jusqu'à la décomposition. Vous continuez de composer, vous? Je vais vous donner un scoop. Je viens de composer une chanson sur le prochain album de Johnny Hallyday. Ah oui, ouais. Une chanson qui parle de quoi, qui dit quoi? Une chanson, c'est une idée de Nietzsche qui dit ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Oui, exact. Donc il va chanter ça et il va chanter du Nietzsche en fait. On peut pas avoir quelques paroles là? Ah non, c'est impossible. Il faudrait que je vous amène la maquette, mais déjà c'est un scoop. Je ne sais même pas si j'ai le droit de vous dire ça. Et vous continuez de composer, donc c'est quelque chose... Mais non, c'est parce que j'ai un ami pour qui j'avais composé, qui s'appelle Fred Blondin, pour qui j'avais fait 2-3 albums, qui est vraiment un garçon qui a beaucoup de talent et qui travaille maintenant, qui fait des mélodies pour Johnny. Et il avait fait 2 chansons sur le disque d'avant, et là il m'a demandé de faire un texte, et j'aime beaucoup ses musiques, et donc voilà. Jim Morrison dit « Nous nous cachons dans la musique afin de nous dévoiler ». Oui, c'est vrai, bien sûr, comme toute forme de... Moi, je me cache dans la dérision et dans l'humour afin de me dévoiler, bien sûr. La radio est un média parfait pour ça. C'est-à-dire qu'en plus, il n'y avait pas l'image. Oui, on n'assume pas le poids du corps. Oui, vous créez un Carlier idéal, le Carlier dont vous avez toujours rêvé. Comment, le Carlier idéal? C'est celui que j'envoyais aux gens par les ondes. Mais c'est un piège, c'est pervers parce qu'en faisant ça, vous tuez le vrai Carlier, parce que vous n'en voulez pas. Donc en allant à la télé, vous faites renaître le vrai Carlier? Oui, c'est-à-dire j'arrête de le tuer, quoi. Il est très bien en plus, le vrai Carlier. Oui, enfin, bon... On va parler... C'est quoi la suite? La suite, ce sera la prochaine conversation. Merci beaucoup, Guy.
De Milan Kundera dans L'immortalité. Le pouvoir du journaliste ne se fonde pas sur le droit de poser une question, mais sur celui d'exiger une réponse. Alors Guy Carlier, je ne sais pas si j'ai vraiment un pouvoir de journaliste, en tout cas, je vais quand même en abuser pour poser des questions et exiger des réponses. Mais je vous rappelle le fameux proverbe espagnol qui dit qu'aux questions indiscrètes, vous pouvez répondre par des mensonges. À vous de voir, c'est quoi le bonheur parfait selon vous ? Le bonheur parfait, ça n'existe probablement pas. Le bonheur, c'est d'aller vers le bonheur parfait. C'est la quête. C'est le chemin, bien sûr. Quels sont les démons que les années n'ont pas assagis ? Ce ne sont pas les années qui ont assagi. Les démons, c'est le travail, c'est l'amour. Et donc, quels sont les démons que l'amour n'a pas assagi ? Des facilités, des besoins d'être rassuré bêtement et sans profondeur. Et puis le goût de l'écume, de ce que mon fils, qui vit aux États-Unis, appelle la bétaillère. C'est une espèce de... Je suis un peu midinette, moi, je suis sensible voilà, quand je vois Alain Delon, je suis ému. Enfin, vous voyez, des choses comme ça, un peu superficielles, mais de vrais démons, en tout cas, je les ai... ça m'a coûté cher, mais je crois que j'ai chassé les plus dangereux. Qui était la destruction, qui était le besoin de se rassurer, pour être clair, le besoin de se rassurer avec de la bouffe, comme d'autres peuvent avoir le besoin de se rassurer avec la dope, etc., simplement pour calmer des angoisses. Donc il faut arriver à un moment à mettre ces angoisses à vif, à nu, et sans baume apaisant, parce que ce baume-là, il vous détruit de toute façon. Et après, on essaie de résoudre ces angoisses-là. En tout cas, si vous aimez quelqu'un, si c'est réciproque, de les adoucir par l'amour, quoi. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite ? Dire je t'aime à la femme que j'aime sans jamais l'avoir vue. C'est-à-dire qu'elle m'a écrit suite à une émission de télé où elle m'avait vu chez Pascal Clark. Et dans cette lettre, qui était une lettre assez clinique finalement, où elle me disait, voilà, vous avez écrit, je vous ai amené vos radios, c'était le titre d'un des bouquins. Moi, je suis médecin, je vous amène les vôtres. Et donc, elle m'avait scanné comme ça, et c'était en fait la plus belle lettre d'amour que j'ai jamais reçue. Et je l'ai appelée en lui disant, ben voilà, c'est vous que j'attendais. Et je ne savais pas du tout qui elle était. Et quand je l'ai vue, c'était exactement elle que j'attendais. Donc c'était quand même une chose a priori folle, mais en y réfléchissant, peut-être pas tant que ça. Quel talent aimeriez-vous avoir ? J'aimerais savoir dessiner. Je me servir... Oui, dessiner. Je suis très nul, j'arrive pas à... J'admire les gens qui arrivent à dessiner. Je suis très nul. Quel est le défaut pour lequel vous avez le plus d'indulgence ? Les fautes dues à l'enthousiasme, les erreurs dues à l'enthousiasme. C'est joli. Quel est le livre que vous lisez et relisez sans cesse ? Narcisse et Goldmund de Hermanès et le traité du zen et de l'entretien des motocyclettes de je ne sais plus qui, un auteur américain dont j'oublie le nom à chaque fois, et qui sont les deux des livres initiatiques et que j'adore. Je les relis pas sans cesse. C'est comme les gens qui hier soir j'ai relu tout Proust. Bon, non. Mais je les ai toujours près de mon lit. Qu'est-ce que réussir sa vie ? C'est-à-dire arriver à un moment à plus sentir de décalage entre ce qu'on est réellement et ce qu'on aimerait être, quoi. Je ne parle pas de statut social, mais je parle d'exigence morale, de dire, voilà, moi j'aimerais bien être ce mec-là, j'aimerais bien suivre ce chemin-là, et puis par
parce qu'on n'est pas prêt, par laxisme, par immaturité, etc. On est ailleurs, on perd du temps. Voilà. Et puis à un moment, on arrive à resserrer, il n'y a plus d'ombre et on est vraiment dans ce qu'on pense être sa vraie personnalité. Qu'aimeriez-vous qu'il reste de vous? Je ne sais pas, un sourire. Vous savez, quand les gens me disent, par exemple, j'ai lu mon bouquin avant de me coucher, mon mari ou ma femme dormait à côté, je l'ai réveillé tellement j'ai ri, quoi, voilà, un rire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en cette fin d'émission? Vous allez repartir, quitter nos studios? De dormir, je suis très fatigué, mais plus sérieusement, de Court terme, à moyen continuer terme. à avancer vers la vie. Ouais. Et ça peut se manifester comment, de continuer à avancer vers la Ça vie? veut dire, c'est sérieux, ça veut dire que j'étais dans un chemin il y a quelques mois, qui était un chemin vers la mort. J'ai rencontré quelqu'un qui est venu me sortir, me tenir par le cou, me sortir de l'eau, avec qui j'avance. Et chaque jour qui passe, c'est un jour de plus vers la vie. Et c'est évidemment dû à l'amour, donc c'est le plus beau des chemins. Alors, on va terminer cette émission avec une phrase de Romain Rolland, qui vivait à Vézelay. Lui aussi, je vous la dédie, cette phrase, Guy Carlier. « Peu importe le succès, il s'agit d'être grand, non de le paraître. » Elle vous plaît? Elle me plaît, oui. Je ne suis pas sûr d'en être digne, mais elle me plaît. Si, moi je vous le dis. Je vous remercie infiniment pour toute cette humanité. Merci à vous. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. On n'a dit du mal de personne. C'est extraordinaire, hein. Il y en a que ça va surprendre. Et puis, je vous souhaite beaucoup d'amour, vraiment. Merci. Merci, au revoir Guy.